remercier l'organisateur de ce magnifique cours, le professeur Walid Brahimi, qui a eu l'idée de lancer ce cours de psychométrie. Je tiens à remercier aussi tous les orateurs étrangers qui sont parmi nous. Et je dis aux plus jeunes, profitez-en, parce que nous, on n'a pas eu cette chance, quand on a commencé à faire de la psychométrie, d'avoir de grands noms de psychométrie parmi nous. Je remercie aussi la présidente du conseil scientifique de cette école, le professeur Rosemary Hamedi, qui est dommage qu'il n'est pas parmi nous. Alors, on m'a demandé de vous parler d'une application assez particulière pour la cytométrie en flux, qui sont les déficits immunitaires primitifs. J'espère que vous allez accrocher. Tout d'abord, c'est quoi un déficit immunitaire primitif? Ce sont un groupe hétérogène d'affections génétiquement transmis caractérisés par une anomalie du système immunitaire. Donc on peut avoir soit une absence totale de fonctionnement de ce système immunitaire ou une diminution du fonctionnement de ce système immunitaire. Ce sont des affections rares, oui, elles sont rares, mais quand on prend tous les groupes des déficits immunitaires, nous avons quand même une fréquence assez importante, un cas sur 5000 naissances, peut-être un peu plus, dans les pays où il y a une grande consanguinité. On en connaît actuellement 250 déficits immunitaires primitifs différents et en 180 anomalies moléculaires ou gènes identifiés qui causent ces différents déficits immunitaires primitifs. Alors, vous connaissez tous c'est quoi le rôle du système immunitaire. L'un des plus grands rôles, c'est de vous protéger contre les agents pathogènes. Donc si ce système immunitaire ne fonctionne pas correctement, on s'attend à faire des infections. Donc c'est une susceptibilité accrue à faire des infections à répétition. Deuxième rôle de ce système immunitaire, c'est de surveiller l'apparition de cellules tumorales anormales pour les éliminer. Ce rôle, on l'appelle l'immunosurveillance. Donc si on a un système immunitaire défaillant, on s'attend aussi à de faire des pathologies tumorales, des cancers. De façon plus inattendue, on ne le comprend pas, peut-être un peu plus maintenant, on fait des manifestations d'auto-immunité, d'allergie dans le déficit immunitaire primitif. Donc ce sont des infections anormales qui persistent, qui récidivent malgré les antibiotiques. Les germes sont inhabituels, on peut faire des infections opportunistes. Il y a une notion toujours d'antécédents familiaux, une consanguinité et des décès en bas âge dans la famille. Il y a certains déficits immunitaires qui rentrent dans un cadre d'un syndrome, on les appelle déficits immunitaires primitifs syndromiques, qui sont associés à certains syndromes, on verra tout à l'heure lesquels. Alors, je vous montre cette planche, une association américaine qui s'appelle la Jeffrey Model Foundation. C'est un couple américain qui dirige cette association, qui a eu un enfant malheureusement décédé par un déficit immunitaire primitif, qui se sont intéressés beaucoup, ils ont investi toute leur vie dans les DIP, et ils travaillent maintenant avec des experts sur ce sujet. Je vous montre cette planche qui sont un peu les signes cliniques d'alerte d'un déficit immunitaire primitif chez l'enfant. C'est un enfant qui fait plus de 8 infections des oreilles par an, 2 sinusites par an, plus de 2 mois d'antibiotiques par an, 2 pneumonies, un ralentissement de croissance, des épisodes de forte fièvre, des infections par des champignons, la nécessité d'un traitement antibiotique par IV, 2 infections sévères dans l'année et des cas connus d'immunodéficience dans la famille. Ça, ce sont les 10 signes ou les 10 commandements qui peuvent nous orienter vers les déficits immunitaires primitifs. Vous connaissez un peu les 2 bras du système immunitaire, même si maintenant on sait que les 2 bras sont intriqués. Quand on fait un problème de l'immunité morale, on s'attend à faire
des infections de la sphère ORL, des bronchopneumopathies, surtout par des germes à multiplication extracellulaire. Pourquoi? Parce que cette immunité est efficace, les anticorps sont efficaces quand les germes à multiplication extracellulaire, qu'on appelle des germes type biogènes. Quand l'immunité cellulaire est touchée, c'est surtout des germes à multiplication intracellulaire, ce sont des infections germes à multiplication intracellulaire, surtout des infections sévères en bas âge. Donc, premier signe clinique avant 3 mois. Par contre, les déficits d'immunité humorale apparaissent après 5e, 6e mois, on le sait, parce que les immunoglobules maternelles disparaissent à cet âge-là. Donc, des diarrhées chroniques, surtout en retard de croissance, des infections graves, des pneumopathies interstitielles, d'accord? Et dans la formule d'humération sanguine, il y a une lymphopénie. On sait que dans les lymphocytes qui circulent, 80% sont des lymphocytes T. Donc s'il y a un déficit touchant les déficits immunitaires combinés, on le verrait tout de suite sur une formule d'humération sanguine avec une lymphopénie. Les déficits qui touchent la phagocytose, donc c'est un peu le bras de l'immunité innée. Les deux premiers, c'est l'immunité adaptative ou spécifique. Pour ce qui est de l'immunité innée, ce sont des infections cutanées, des gingivites, des abcès profonds, c'est surtout le staph qui est incriminé. Pour ce qui est des déficits du complément, ce sont des infections bactériennes récurrentes. Surtout, on sait que le complément est efficace pour la lyse de ces bactéries à gram négatifs. Donc on fait surtout des infections par des germes gram négatifs, tels que le Neisseria, méningititis. Donc ce sont des méningites à répétition bactérienne chez l'enfant. Alors, la classification, il est difficile de classer tous ces déficits immunitaires primitifs parce qu'on sait que tous les mécanismes sont impliqués. Alors, depuis longtemps, dans les années 70, c'était l'OMS avec des experts qui nous donnaient un peu la classification des différentes VIP. Ces 10 dernières années, c'est surtout l'International Union of Immunology Society. Donc, c'est l'Union internationale des sociétés d'immunologie avec la GMF, la Biohuman Model Foundation, l'UNIH, qui font des mises à jour de cette classification. Le dernier papier de cette classification remonte en 2011, qui classe les DIP en 8 groupes. Voilà les 8 groupes maintenant. C'est comme ça qu'on classe les DIP selon ces experts. D'abord, les déficits immunitaires combinés qui touchent en même temps les lymphocytes T et les lymphocytes B. Dans ce groupe, nous avons des déficits combinés très graves qu'on appelle sévères, déficit immunitaire combiné sévère DICS, ou SCI pour Severe Combined Immune Deficiency. Dans ce groupe, nous avons aussi des déficits immunitaires combinés moins sévères. Donc il y a des sévères et des moins sévères, des déficits immunitaires touchant surtout l'immunité humorale, la prédominance humorale, des déficits immunitaires associés à des tableaux cliniques singuliers, c'est les syndromes complexes ou les déficits immunitaires syndromiques, les déficits de la phagocytose et de l'opsonisation, les déficits d'immunité innée. Un groupe assez nouveau qu'on classe ces dernières années, déficit de la dysrégulation du système immunitaire. Les pathologies auto-inflammatoires aussi maintenant sont classées dans les déficits immunitaires primitifs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les pathologies auto-inflammatoires. C'est une inflammation qui est là, sans cause auto-immune. Donc il y a un processus inflammatoire qui est déclenché avec une cause inconnue au départ, mais maintenant on sait que c'est dû à des anomalies du système immunitaire au niveau de la route de l'arrêt inflammatoire, des cytokines pro-inflammatoires, qui causeraient ces pathologies auto-inflammatoires. Et enfin, le 8e groupe, ce sont les déficits en fraction du complément. Alors, connaît-il quelle est la part de la cytométrie en flux dans les DIP? On sait que la cytométrie en flux est un outil indispensable pour étudier, évaluer le système immunitaire. Ça, on le sait. Maintenant, c'est admis qu'un grand nombre de DIP, le diagnostic est fait grâce à la cytométrie en flux. Et en fait, quelles sont les anomalies que nous recherchons? Quel type d'anomalies que nous recherchons dans la cytométrie en flux pour faire le diagnostic des DIP? 3 types d'anomalies. En gros, on recherche une diminution ou une absence relative ou absolue d'une sous-population particulière. On peut rechercher la perte ou l'expression anormale d'un marqueur au niveau d'une cellule. Et on peut rechercher une perte, une fonction anormale de ce système immunitaire.
Si je me replace dans cette classification, les 8 groupes de tout à l'heure, et bien dans le groupe 1, qui est les déficits immunitaires combinés T et B, la cytométrie est très importante pour le diagnostic. Donc l'apport de la cytométrie non flux pour le diagnostic de ces DIP combinés, très important. Dans les hémoraux, les déficits immunitaires anticorps un peu moins. Pour les syndromiques, quelques DIP syndromiques peuvent être diagnostiqués par cytométrie en flux. La dysrégulation immunitaire, quelques anomalies spécifiques sont décrites par cytométrie en flux. Dans les anomalies de la phagocytose, certaines procédures particulières peuvent nous amener à faire des diagnostics de DIP de la phagocytose. Par contre, l'immunité innée, les maladies inflammatoires, le complément, l'application est très très limitée. Alors nous allons rentrer un peu groupe par groupe. Le premier groupe, c'est les DIP combinés TB. Je vous ai dit, il y a les DICS, les combinés sévères. Quelles sont les anomalies moléculaires qui nous amènent, ou là qui sont responsables des SCID ou des DICS? On peut avoir des morts des thymocytes et des lymphocytes complètement, on n'a aucun lymphocyte. Généralement, le phénotype lymphocytaire, il est témoin, absence de T, pas de B, pas de NK. Donc témoin, B-, NK-, aucun lymphocyte. Les anomalies, c'est l'adénosine désaminase, qui donne donc un SCID. C'est une enzyme qui intervient dans le métabolisme des bases puriques. Donc, quand il n'y a pas ce métabolisme d'adénosine, inosine, tout ça, il y a une accumulation de certains métabolites toxiques pour la cellule et les lymphocytes n'arrivent plus à proliférer, à faire leur maturation. Il n'y a plus de T, il n'y a plus de B, il n'y a plus d'NK. La dysgénésie réticulaire est une absence de cellules souches, c'est très grave, c'est létal. Deuxième groupe d'anomalies moléculaires dans les skis, les B sont épargnés. Il n'y a pas de T, les B sont épargnés. Ce sont des défauts de signalisation cytokinique. Nous avons la IL2R-gamma. C'est quoi? C'est la chaîne gamma du récepteur de l'IL. On appelle ça la gamma chain ou la chaîne commune. En fait, cette chaîne commune, elle est partagée sur plusieurs récepteurs de cytokines. Donc, si elle n'est pas là, on a un véritable SCID, il n'y a pas de lymphocyte T. L'IL7 récepteur alpha aussi donne ce phénotype SCID. Et le JAK3, qui est une protéine tyrosine kinase, qui est nécessaire dans la signalisation des cytokines, elle se trouve juste sous cette chaîne gamma. Donc on n'est pas de JAK3 lié de gamma, on a le même phénotype de SCID. Enfin, troisième groupe, on voit que les NK sont épargnés. Il n'y a pas de T, il n'y a pas de B. En fait, qu'est-ce qui relie le T et le B? Ce sont les récepteurs spécifiques de l'antigène. Donc c'est des anomalies où on n'a plus de récepteurs fonctionnels des antigènes, il n'y a plus de réarrangement pour fabriquer ces récepteurs spécifiques de l'antigène. Donc ce sont des défauts de réarrangement. Vous savez que le lymphocyte T et B participent dans l'unité spécifique, ils reconnaissent l'antigène de manière spécifique, grâce à des récepteurs spécifiques de l'antigène, TCR sur le lymphocyte T, BCR sur le lymphocyte B, et nous avons des phénomènes de réarrangement qui font que nous avons ce grand répertoire capable de reconnaître tous les antigènes. De manière aléatoire, la cellule a des petites portions de gènes qu'elle réarrange de manière aléatoire pour donner une spécificité, donner une cellule ou un club. Donc ces réarrangements ne se font plus. Donc on n'a plus de TCR, BCR normaux, pas de T, pas de B. Les anomalies, donc, ce sont des enzymes qui participent dans cette recombinaison du TCR, BCR, RAC1 et RAC2, et là aussi l'artémisme, ce sont toujours des molécules qui participent dans ce processus de réarrangement du TCR et du BCR. Le dernier groupe, ça touche seulement les T, et nous avons soit l'anomalie sur CD45 ou l'une des sous-unités du CD3. Vous savez que c'est un complexe moléculaire formé de plusieurs chaînes, l'epsilon, delta, gamma, etc. Donc, s'il y a une des chaînes touchée, il n'y a plus de transmission du signal activateur, parce que le CD3, comme on l'a dit hier, le professeur Claude Robert, que le CD3 est toujours collé au TCR, le TCR reconnaît mais n'active pas.
C'est le CD3 qui active la cellule grâce à ce complexe moléculaire. Nous avons aussi le ZAP70, qui est une protéine intracellulaire qui participe aussi à l'activation cellulaire. Si elle est mutée, si elle ne fonctionne pas, on a un problème de lymphocyte T. Vous avez ce schéma magnifique qui récapitule un peu tout ce que je viens de dire. Quand on a un problème dans cette enzyme ADA, on a ni T, ni B et NK. La dyskinésie réticulaire se place encore plus précoce au niveau de la cellule du schéma hématopoïétique. Si on parle d'un skid où il n'y a pas de chaîne d'âme en GER3, donc c'est le problème des NK et des T. Si on a un problème des RAC, surtout les T et les B, les NK sont épargnés. Donc c'est un beau schéma qui récapitule toutes les anomalies moléculaires dans les déficits immunitaires combinés sévères. Alors, sur le plan clinique, je vais rentrer dans les DICS. On peut avoir un DICS à transmission autosomal récessive ou lié au sexe, selon l'anomalie moléculaire, selon le gène, la localisation du gène. Donc ce sont des enfants qui font des candidoses buccales très tôt, des diarrhées persistantes, un retard de croissance, des pneumonies interstitielles. On est sûr que c'est un DICS. Alors, je lui dis, dans tous les cas des déficits immunitaires combinés sévères, il n'y a pas de lymphocyte T. S'il n'y a pas de lymphocyte T, on va le voir dans la formule de libération sanguine avec une lymphopénie profonde. Donc, il y a une lymphopénie profonde, mais n'oubliez pas, ça vous le savez, je suis sûr que les hématologues, les hématologistes qui sont en face de moi, ils savent chez l'enfant, il faut toujours interpréter selon l'âge, parce qu'il y a une grande variation du taux des lymphocytes chez l'enfant. Alors, comment explorer? Il faut faire en tant qu'instrument un phénotype, un immunophénotypage des sous-populations lymphocytaires dans les DCS. On sait que les lymphocytes T n'existent pas, donc c'est moins. Alors, les marqueurs du T. Vous savez que les marqueurs, nous avons plusieurs types de marqueurs à la surface des cellules. Nous avons des marqueurs de lignée. C'est une carte d'identité d'une lignée particulière. Alors, pour la carte d'identité de la lignée T, c'est connu, c'est le CD3 et le TCR. Si on veut faire une numération de T, c'est un CD3 qu'il faudrait reconnaître à la surface des cellules. Donc, il y a des marqueurs de lignée. Il y a des marqueurs de différenciation qui apparaissent, qui disparaissent au cours d'une maturation. Il y a des marqueurs d'activation cellulaire. Une cellule au repos n'exprime pas ce marqueur. Quand elle est activée, elle exprime ce marqueur, on dit que c'est un marqueur d'activation. Donc, pour le lymphocyte T, c'est le CD3. Il y a deux sous-populations de lymphocyte T, tout le monde le sait, CD4 et CD8, l'auxiliaire et le cytotoxique. Pour les B, le marqueur spécifique de la lignée B, c'est CD19 ou CD20. Dans les DCS, on peut le trouver, le lymphocyte B, comme on ne peut pas le trouver. C'est selon le phénotype du DCS. Les cellules NK, la cellule NK n'a pas de marqueur spécifique. C'est la coexistence simultanée de deux marqueurs qui ne sont pas spécifiques de cette lignée, le CD16 et le CD56, qui font la carte d'identité de cette cellule NK. Donc c'est l'existence simultanée de ces deux marqueurs, 16 et 56, qui nous donne la carte d'identité de la cellule NK. Et bien dans les DCS, nous avons des phénotypes avec NK et sans NK. Les fonctions lymphocytaires T sont nulles, on le comprend tout de suite parce qu'il n'y a pas de lymphocyte T. Il y a une profonde diminution des hémoglobines, on le comprend tout de suite. Il n'y a pas de T, c'est les T qui donnent ce signal HEB de coopération cellulaire au lymphocyte B pour produire les hémoglobines. Et bien on a des diminutions importantes des hémoglobines dans les déficits immunitaires combinés sévères. C'est une planche qui résume un peu, quand on fait l'immunophénotypage lymphocytaire, on peut faire le T, le B et le NK, mais on peut aller regarder un peu plus loin. Le CD3, donc c'est le lymphocyte T, 4 et 8. Non, ici c'est 4 et 3, c'est le lymphocyte T, il y a une erreur. CD8, CD3, c'est le lymphocyte T, c'est le toxique. On peut savoir si on est devant un lymphocyte naïf qui est sain, qui n'a pas reconnu encore l'antigène, c'est le CD45RA. Si on trouve du CD45RO, on est sûr qu'on est devant un lymphocyte activé mémoire. La même chose pour les cytotoxiques. Le HLA-DR, on le retrouve sur le lymphocyte T activé, donc il n'est pas exprimé de manière constitutive sur le lymphocyte T. Donc si on le retrouve, ça veut dire que le lymphocyte T est activé. S'il y a une expression d'HLA-DR sur le lymphocyte T, il y a une activation. Par contre, sur le lymphocyte B,
il y a une expression constitutive de la charnière, donc il ne peut pas constituer un marqueur d'activation. Le C56, la cellule NK. Pour le B, c'est le 19, je l'ai dit. Il est intéressant de faire le CD27 quand on phénotype le lymphocyte B, parce qu'il permet de faire la différence entre un B naïf sans CD27 et un B mémoire avec une expression du CD27. Ça, c'est un tableau que je vais vous remettre le diaporama pour vous montrer un peu toutes les valeurs absolues des sous-populations lymphocytaires en fonction des tranches d'âge. Alors, on rentre maintenant dans la cytométrie en flux dans ce groupe. Au niveau de notre laboratoire, il s'agit de la même chose. Nous avons un cytomètre à 6 couleurs, avec des fax contours. Pour notre phénotypage lymphocytaire, on fait en 4 couleurs. Le premier tube FITC-CD3, c'est des 8 PE. Le 45 est toujours en PRCP. C'est des 4 en APC. Donc là, ça nous permet de faire, on a sur le tube, les T, les sous-ports, CD4, CD8. Le deuxième tube, ça nous permet de faire la sous-population NK et de voir est-ce qu'il y a des CD3 qui exprimeraient du CD56 comme on l'a vu hier avec M. Claude Lambert. Et bien le dernier tube, c'est surtout le phénotypage des lymphocytes B, et on rajoute l'HLA-DR parce que nous avons quand même une fréquence la plus importante de ces déficits en HLA-DR au Maghreb, donc on le met de manière systématique pour voir si on n'est pas devant une anomalie, un déficit en molécule HLA-DR, et on sait que ces CD19 expriment de manière constitutive l'HLA-DR, donc on le fait de manière systématique. Alors, voilà ce que nous voyons sur ces deux blocs. Et on vous l'a dit hier, quand on fait un FSSS, nous avons une mauvaise séparation des lympho, des monos et des granules. Même si elle est belle ici sur notre cytomètre, mais ce qu'on forme maintenant toutes les équipes, c'est de faire un gating 45 et on a une meilleure séparation lympho, monocyte et granules. Voilà. M. Claude Lambert nous a dit ça, c'est une population des polynucléaires basophiles. Claude. Donc c'est les basophiles qui sont là aussi. Donc on fait toujours un gating CD45, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le tube, sur les fonds de tube. Alors, premier dot bloc sur le premier tube, ça c'est le premier tube. On fait un SSCD3 et nous avons notre population lymphocytaire qui est là, qui est bien séparée. Donc on a le pourcentage de lymphocytaire. On fait un CD4, CD3, on a la séparation des CD3, CD4+, CD3, CD4-. Ici, sur le CD8, nous avons la séparation CD3, CD8- et la population CD8. Vous avez ici au milieu, ce sont probablement des CD3, CD8+. On fait intensité, l'expression de ce marqueur CD8. On peut faire un graphique paramétrique CD4, CD8. Donc voilà la bonne séparation du CD8, du CD4. Ici, dans les cadrans, le supérieur, on a la double population CD4, CD8, qui est très faible chez un sujet normal. Et on a aussi la double population négative, les doubles négatifs, la population CD3, qui n'explique pas CD3, CD4 chez un sujet sain. Ça dépasse rarement les 0,5%. Alors, ça j'insiste, M. Claude Lambert a dit, il faut faire très attention, il faut toujours revenir, quand on fait un Faxtiva, sur Faxconto, au pas. Alors, on event, je ne sais pas si je peux revenir, c'est tout ce que nous voyons ici. Même les débris. Donc je fais ça pour éliminer les débris, donc on prend que les populations sanguines. Voilà. Donc c'est surtout les P1 qui représentent les cellules sanguines. Ensuite on fait un gating, les CD45 qui sont les lymphocytes. Sur les lymphocytes, on fait un CD3. À partir des CD3, nous avons les CD4, CD8. Population donc ici par rapport au gay. Donc il faut faire très attention aux cellules, les cellules, les parents et les cellules qu'on phénotype.
Le deuxième tube pour les CD756, je vais aller plus vite, toujours gating CD45, et on a un CD3, donc les lymphocytes, et les cellules NK. Et on a des CD3, CD56+, qui sont là, qui sont probablement soit des gamma delta ou des NKT, mais c'est une faible proportion sur les sujets longs. Le dernier tube, c'est l'imphénotypage des lymphocytes B. On a les CD19 ici. Alors, je vous montre un peu ce que font certaines équipes pour l'immunophénotypage lymphocytaire. Donc, ils font toujours en 4 couleurs. Donc, c'est le CD45 qui est là. Maintenant, vous savez qu'on peut faire un TBNK en 8 couleurs, en 6 couleurs, avec un seul tube. Je vous montre en 4 couleurs. Pourquoi j'ai choisi spécialement ça? Parce que la plupart d'entre nous utilisent la 4 couleurs ici dans l'Algérie. Alors, on peut mettre, il faut toujours mettre le CD45 en RCP. Donc, le 3 à 8, c'est des 4 tubes. Le deuxième tube, c'est les B et les NK. Et ensuite, ici, ils voient, eux, l'activation des lymphocytes. C'est des 3 HLDR, c'est des 45. Je passe sur ça. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, les skids avec anomalie de la chaîne gamma. Donc, la chaîne gamma est une chaîne commune à plusieurs récepteurs de cytokines, IL2, IL4, IL5, IL9, IL15. Et la molécule JAK3, elle se situe sous la chaîne gamma C, c'est-à-dire qu'on a une anomalie ici au niveau de la gamma C ou du JAK3, on a le même phénotype de DIP. Alors, voilà un DIP témoin, NK, témoin, B plus NK-, par anomalie, la chaîne de la gamma ou JAK3, c'est le même phénotype. Lorsque nous voyons, il n'y a pas de lymphocyte T, il n'y a pas de lymphocyte B. Il faut toujours faire un contrôle du jour. Il faut le vérifier. On ne sait jamais, ce jour-là, les anticorps n'ont pas marché, le cytomètre. Donc, toujours démontrer le même jour que nous sommes devant un contrôle qu'il y a des lymphocytes T et qu'il y a des lymphocytes B. Notre patient n'a pas de T, n'a pas de NK. Donc, on est probablement devant un ski, soit en déficit en gamma chain ou en JAK3. Alors, la gamma chain est codée par le chromosome X, c'est surtout les gaz. Donc elle est transmissible. Elle est transmission avec le sexe. Par contre, JAK3 est porté sur un autosome de transmission autosomale récessive. La même chose, il faut aller vite, c'est toujours le même cas de ski par chaîne gamma, par distance chaîne gamma, pas de T, pas de NK. Alors, on peut voir si nos cellules expriment la chaîne IL2 gamma qu'on appelle le CD132. Par cytométrie, les seules cellules qui restent dans ce skit, c'est les lymphocytes B. Donc on fait un gating sur CD19 et on fait l'IL2 gamma. Regardez, je vous l'ai montré hier, la superposition des deux histogrammes. Regardez le contrôle. Il y a une expression de cette chaîne IL2 gamma. Par contre, chez le patient, il n'y a pas, donc grâce à la cytométrie, on peut aller aussi suspecter s'il s'agit d'un skid par une anomalie d'expression de la chaîne IL2 gamma. Le deuxième groupe de skids, ce sont les skids où il n'y a pas de T, il n'y a pas de B. Vous vous rappelez, c'est un problème de réarrangement. Voilà un TCR. Le TCR le plus fréquent dans un lymphocyte mature, c'est le TCR alpha bêta. Ensuite, on a un contingent un peu plus faible de 5%, ce sont les TCR avec d'autres types de chaînes, gamma delta. En fait, quand on voit la structure d'un TCR, il ressemble beaucoup à une immunoglobuline, donc ce sont des domaines IG-like. On a des domaines constants et des domaines variables, dus à ce phénomène de recombinaison aléatoire. Les enzymes qui interviennent, donc l'initiation de la recombinaison, ce sont des enzymes RAC2, et à la fin, la réparation, quand on fait ceci, c'est de la couture de gène. Donc on coupe et on répare l'ADN, d'autres molécules interviennent, donc qu'on soit ici aussi, ça donne le même phénotype, c'est le phénotype témoin bémol. Alors, ça c'est un dot plot, un ski témoin bémol, donc on n'a pas de 56, on le voit très bien, et on voit, on n'a pas de T et de B, on voit une lymphocytose NK, donc pour compenser un peu l'absence des T et des B. Voilà, on le voit ici très bien aussi. Regardez le sujet normal, il contrôle. Donc, on
voit ici, il n'a pas de T, il n'a pas de B, il a une forte population NK. Par contre, un sujet normal, il a un quart aux environs de 5 à 10%. Alors, il y a un cas particulier qui nous complique l'existence dans le diagnostic de ces skis, c'est que nous pouvons avoir maintenant des skis atypiques, avec présence de lymphocytes. Il fait une symptomatologie de ski, on fait la libération plus ou moins normale, où il est modéré, on fait un phénotype et on a présence de lymphocytes. Alors, on appelle ça des skis atypiques, et on commence à les expliquer maintenant. On peut avoir des présences de T due à un passage des lymphocytes T maternels pendant la grossesse. Donc on a un effet GVH, donc une éruption cutanée. Mais comment on peut savoir? Comment pouvons détecter ce chimérisme? Alors on sait que chez les nouveau-nés, on a rarement un phénotype mémoire. Donc si on trouve que ces lymphocytes T sont activés à un phénotype mémoire, c'est probablement des lymphocytes maternels. On a aussi le CD31 aussi actuellement qui permet de dire que ce sont des lymphocytes, disons, pas d'un sujet jeune ou d'un nouveau-né, mais d'un sujet vieux. Il y a d'autres techniques, qui passent à Chala, des techniques de fiche qui permettent de détecter ce chimérisme photomaternel. Deuxième situation, où il y a des T dans les skis, un syndrome particulier, qu'on appelle le syndrome d'Omen. En fait, le syndrome d'Omen est une expansion de lymphocytes T activés qui sont énergiques, qui ne fonctionnent pas. Il y a une expansion de lymphocytes T énergiques avec l'utilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, le TCR qui est un réarrangement de segments variables, on les appelle les segments V. V-bêta pour la chaîne bêta, V-alpha pour la chaîne alpha. Donc la cellule, pour faire sa recombinaison, notre répertoire plutôt, utilise un peu tous les segments V-bêta. Alors ici dans ce syndrome, le répertoire est très restreint. On a un répertoire dit oligoclonal, donc il n'est pas polyclonal. On a utilisé quelques segments V-bêta. Voilà. Donc on a un répertoire V-bêta restreint et on peut le voir par cytométrie en flux, je peux vous le montrer. Alors, dans le syndrome d'Omen, on sait qu'il y a un problème dans la recombinaison dans les enzymes RAC1 et RAC2 par exemple, si on a une mutation nulle avec absence d'activité de ces enzymes. Nous aurons un skit, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, pas de T, pas de B. Maintenant, si on est devant des mutations de type hypomorphique, donc il y a, si vous voulez, une recombinaison partielle, une activité partielle qui se fait, ce n'est plus un skit, mais plutôt un déficit intercombiné avec un syndrome particulier, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Omen. Alors, ce sont des nourrissons qui ont des éruptions cutanées importantes, érythrodermie, dues à cette infiltration de lymphocytes T activés, une alopécie, un syndrome hémophagocytaire, un retard de croissance, et des infections sévères. Sur le plan biologique, ce qu'il faut retenir, une eosinophilie, présence de lymphocytes T activés, allergiques, un répertoire oligoclonal des lymphocytes T, pas de B, pas d'immunoglobuline, une augmentation des IgE. Ça, c'est le domaine. Sur le plan cytométrique, on peut déjà voir si les lymphocytes T ont un phénotype activé. Donc, la HLA-DR, ça c'est le contrôle. Les CD3 HLA-DR+, nous avons un contingent faible, mais dans le syndrome d'Omen, regardez, la plupart des lymphocytes T sont activés, expriment la molécule HLA-DR. Alors, pour les TCR bêta, il y a un kit dans le commerce, de chez Beckman, où il y a 24 V-bêta qui peuvent être recherchés, donc 24 combinaisons de portions V-bêta. On voit par exemple, ça c'est le sujet normal, qu'on soit sur le CD4 ou sur CD8, on utilise les différentes portions V-bêta. Par contre, dans le syndrome d'Omen, regardez, on a quelques gènes V-bêta ou quelques portions V-bêta qui sont utilisées. On voit ici, par exemple, seulement V-bêta 5 qui est utilisé pour les lymphocytes CD4, pour les lymphocytes CD8, on a le 20, un peu. Donc, un répertoire restreint, et on a des lymphocytes oligoclonaux, pas des lymphocytes polyclonaux. Comme on le fait par cytométrie, donc on est sur le lymphocyte
lymphocyté, donc il faut faire un gating CD3-SS. À partir de là, on peut faire un CD8, CD3, on sépare les CD8 et les CD3, CD8-. Si on a, alors ce qui est recommandé dans le protocole, puisqu'il y a 24 V-bêta, on fait 3 V-bêta par tube. Donc 8 tubes pour faire tout ce phénotype de ce répertoire V-bêta. Donc un V-bêta en FITC, un V-bêta en PE, et un troisième V-bêta en proportion égale PE-FITC. Donc, et on peut faire un gating, il faut le faire sur le lymphocyte CD8 et sur le lymphocyte CD4 pour voir l'expression de ces V-bêta. Alors ici, vous savez que les V-bêta sont exprimés. On peut avoir absence, par exemple ici, de population, donc ce V-bêta particulier n'est pas là. C'est comme ça qu'on passe un peu les 8 tubes pour avoir ce profil de V-bêta. Alors, le dernier skip qu'on va voir, mais pas en cytométrie rapidement, s'il n'y a pas de T, il n'y a pas de B, il n'y a pas de NK, je vous ai dit c'est un skip par déficit en ADA, adénosine désaminase. Pas d'ADA, il n'y a pas de transformation d'adénosine en inosine. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il n'y a pas ce métabolisme classique pour former l'acide urique. Il y aura une accumulation d'adénosine, du désoxyadénosine triphosphate, et ce sont des métabolites très toxiques pour la cellule. Donc il n'y a plus de T, il n'y a plus de B, il n'y a plus de NK. Donc, autosomal récessif, c'est 20% des DICS, pas de T, pas de B, lymphopénie profonde. Alors, je termine avec les skis, je passe toujours dans le premier mot, les DIP combinés. Toujours dans les anomalies combinées TB. Alors, je ne vais pas toutes les faire, ou faire tous ces déficits. J'en ai choisi 2 exemples, où la cytométrie intervient dans le diagnostic. Déficit en CD40 ligand et CD40. C'est un couple qui fonctionne. Vous savez, le CD40 ligand est sur le lymphocyte T, le CD40 sur le lymphocyte B. Donc, cette coopération TB est primordiale, on l'a compris grâce à ces déficits immunitaires de ce type, qui sont primordiaux, ces signaux CD40 ligand, CD40, dans les phénomènes de switch d'isotype d'immunoglobuline. Ça veut dire que si on n'a pas une coopération TB, le lymphocyte B ne fabriquera que des IgM. Si on a ce contact TB, cette coopération, ce qui se passe, l'acide B est capable de switcher vers un autre isotype GI. Donc si on n'a pas ce contact CD40 ligand CD40, qu'est-ce qui se passera? Le lymphocyte B fabriquera des IgM. On appelle ça un syndrome d'hyper-IgM. Ça veut dire qu'on n'a que des IgM avec absence d'isotype GA. Dans les syndromes d'hyper-IgM, il y en a plusieurs. Le type 1, il est dû à une anomalie soit du CD40 ligand sur le T, soit du CD40 sur le B. Deuxième exemple des déficits immunitaires combinés, c'est les défauts d'expression des molécules H classe 2. Ce sont des patients qui n'expriment pas de molécules H classe 2. Alors vous imaginez à cet instant, s'il n'y a pas de molécules H classe 2, qu'est-ce qui peut se passer? On sait que toute la présentation au lymphocyte T est basée sur la molécule H classe 2. C'est le présentoir des épitopes. Donc, il n'y aura pas de développement de CD4. Donc, nous aurons une lymphopénie profonde CD4 dans ce type de déficit. S'il n'y a pas de CD4, il n'y a pas de REP, il n'y a pas d'immunoglobuline. C'est pour ça que c'est un déficit immunitaire combiné. Alors, pour les syndromes d'hyper-IgM de type 1 par déficit en CD40 ligand en CD40, le CD40 ligand est causé par le chromosome X en quatrième transmission avec le sexe. C'est le plus fréquent, 95%. Les 5% restants, c'est des anomalies sur CD40. C'est un défaut de coopération TB avec les monocytocines. Nous avons un défaut d'immunité cellulaire avec des interactions avec des germes opportunistes, des infections bactériennes. Nous avons surtout une neutropénie qui accompagne ce type de déficit, un taux élevé au normal d'IgM, absence d'IgG, d'IgM. Nous arrivons à la cytométrie. On peut voir l'expression du CD40 ligand sur une lymphocyte T. Alors, si on prend des lymphocytes T, on met un anticorps anti-CD40 ligand, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T n'expriment pas à l'état basal de CD40 ligand. Donc, il faut activer d'abord le lymphocyte T par du PRA, par exemple, et ensuite voir, devant le témoin, si ce patient exprimerait. Donc, il faut activer les cellules, sinon il n'y a pas d'activité.
Alors, chez le contrôle, après activation, on voit l'expression du CD40 ligand, CD40 ligand. Chez ça c'est le contrôle, chez le témoin, il y a absence d'expression du CD40 ligand. Il faut toujours faire un témoin d'activation pour voir si la machinerie d'activation cellulaire est normale. Donc le témoin qu'on utilise, c'est le CD69. Donc quand on fait le PMA, on regarde aussi CD69, on le voit qu'il est normal chez le contrôle et chez le patient. Avec l'activation normale, c'est un problème d'activation uniquement, d'expression plutôt, du CD40 ligand chez le malade. C'est moi qui fais ça. Donc c'est pas moi. La même chose, regardez ici, on active les cellules, on fait gating CD3, on ajoute un anti-CD40 ligand. Chez le contrôle, il y a une expression. Chez le malade, il n'y a pas d'expression du CD40 ligand. Et chez la maman, c'est une pathologie liée au sexe. Donc on voit une faible expression, un taux plus bas qu'un sujet normal, d'expression du CD40 ligand chez la maman. Le deuxième exemple des déficits immunitaires combinés, c'est le défaut d'expression des nucléases à la classe 2, qu'on peut voir facilement par cytométrie en flux. Alors, on le voit sur deux populations, l'absence d'expression des molécules HLA-DR. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous vous assemblez. Sur le lymphocyte qui exprime de manière constitutive l'HLA-DR, et sur les monocytes, qui sont des CPA, qui expriment de manière constitutive les molécules HLA de classe 2. Donc on peut faire soit un gating sur monocyte, soit sur monocyte, soit sur le gating CD19, et on a une absence de HLA. Je m'arrêterai donc sur cytométrie, c'est simple à faire. Il y a généralement une inversion du rapport CD4-CD8, on le comprend pourquoi, et absence d'immunoglobulines. Alors, l'anomalie génétique, la même chose ici, bon je passe. L'anomalie génétique n'est pas portée par les gènes qui codent ces allèles HLA. Pas du tout, mais elle est sur les gènes régulateurs de ces molécules. Donc il y a des déficits sur. Alors au niveau du Maghreb, nous avons une mutation qu'on appelle un effet fondateur au niveau de la Tunisie, Maroc, Algérie. C'est une délaissance de 26 paires de bases au niveau du RF6, qui est un gène régulateur en amont de ces gènes HLA classe 2. Nous avons publié l'année dernière une série de 11 patients de déficit aux molécules HLA-DR. Voilà un peu le phénotype clinique et biologique de cette série. Je passe rapidement. Ce qui m'intéresse, de vous montrer que sur les 9 malades, sur les 9 sur 11, nous avons cette délaissance de 26 paires de bases. Hop, je termine avec le groupe 1. Je passe au groupe 2, les déficits immunitaires cognitifs après dominance humorale. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est surtout le groupe des alymphocytoses B ou une gamma-globulinémie. Alors, dans ce groupe, nous avons deux entités la plus fréquentes. C'est la gamma-globulinémie liée au chromosome X par anomalie du gène BTK pour brutinse tyrosine kinase. Et on a des gamma-globulinémies autosomales récessives par des anomalies qui toucheraient un peu le pré-BCR, ou le BCR si vous voulez, cette immunoglobule de surface. Donc la chaîne mu, s'il n'y a pas de chaîne mu, on ne peut pas fabriquer l'IgM. Donc c'est un déficit de la chaîne mu. L'antancène, le pré-BCR, quand il y a des étapes dans l'infopoïèse B, où il y a une expression d'un pré-BCR avec des fausses chaînes légères, on appelle ça des pseudo-chaînes légères, l'antancène. Donc s'il y a, alors cette expression du pré-BCR est nécessaire aussi